create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to walk on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour. Donc, on poursuit Montréal Connect, la semaine numérique, et c'est le Forum francophone de l'intelligence artificielle. Les spectateurs qui sont en ligne avec nous peuvent, avec ce code QR, avoir accès à une traduction simultanée par l'intelligence artificielle. Donc, ils peuvent utiliser le code QR qui est affiché. Et donc, le deuxième panel, consommer et découvrir des contenus francophones en ligne, langue, culture et inclusion à l'ère de l'intelligence artificielle. J'inviterai sur scène la modératrice Sanaï Fak de SIA Act, Brice Armel-Simeux du laboratoire de recherche sur la découvrabilité, Destiny Chewali de la chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophone, Philippe Bourque de Cérébrum et Gaël Ramboana Solo de Gradient AI. On est place qu'on nous a donné. On nous a demandé de garder les places quand même. Donc nous allons commencer dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce panel. Je regarde le chrono, c'est bon, on peut y aller. On a l'autorisation de parler. Donc, effectivement, ce deuxième panel, consommer et découvrir des contenus francophones en ligne, langue, culture, tradition et inclusion à l'ère de l'IA, va être le sujet de notre discussion. Donc, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Je vais donner la parole à madame. À chaque fois, j'ai une seule. Vous avez vu, on est en infériorité numérique, mesdames. Hein, rebellez-vous. Donc, Gaëlle Ramboana Solo, cofondatrice et directrice de Gradient AI Madagascar. À vous la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Clarification d'origine malgache, située à Montréal. On a nos bureaux à Montréal donc depuis 6 ans. Je suis initialement scientifique de données. Ça fait très longtemps que j'ai cherché à voir comment est-ce que je pouvais contribuer au milieu de la culture à ma manière. Fait qu'à travers Gradient, on développe en fait des solutions pour des organismes du milieu culturel. Ça peut être des musées, des festivals, des fondations, des salles de spectacle. Et ce qui m'a amenée aujourd'hui à être sur ce panel, c'est notre collaboration avec La Percée, qui est un laboratoire sur la découvrabilité, qui cherche en fait à participer à la découvrabilité des artistes de la diversité musicale, donc ce qu'on appelle maladroitement les musiques du monde. Et de voir en fait finalement comment est-ce que on peut à la fois mesurer justement à quel point il y a un défaut au niveau de un défaut c'est ça pour ces artistes-là en termes de découvrabilité, et ensuite voir comment est-ce que à travers les outils d'intelligence artificielle, particulièrement des algorithmes de recommandation, on peut réfléchir à des nouvelles manières justement de découvrir ces artistes et de pallier à cet écart-là. Je ne sais pas si je suis supposée en dire plus. Je vais m'arrêter là. Oui, on va avoir l'occasion de se dire encore plein de choses. Chère Destiny, non ? Oh, pardon, non, je voyais que vous aviez le micro, donc je vous en prie, allez-y. Donc, Destiny Chewali, professeure
en communication internationale à l'UQAM. Et par ailleurs co-titulaire d'une chaire UNESCO, enfin d'une chaire IA sur le numérique et l'intelligence artificielle francophone, et d'une chaire UNESCO aussi, titulaire d'une chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement. Cela fait à peu près une dizaine d'années que nos recherches justement touchent à tout ce qui concerne les impacts justement du numérique, des technologies numériques, des plateformes et des systèmes d'intelligence artificielle sur la mise en valeur, la recommandation, la découvrabilité d'une diversité de contenus culturels, notamment des contenus culturels francophones. Et au-delà de cet engagement d'un point de vue académique et de la recherche, il faut savoir que c'est aussi tout un plaidoyer qu'on essaie de porter pour justement essayer de documenter tous les biais linguistiques, culturels qui contribuent à l'invisibilisation de nos cultures dans l'environnement numérique. Merci. Donc, nous allons passer la parole à Brice Armel-Simeux, chercheur à l'ICAM. Je vous en prie. Oui, je suis Brice Armel-Simeux. Je travaille comme chercheur au laboratoire de recherche sur la découvrabilité et la transformation des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. C'est un peu long, le Lattice. Et je suis aussi founder et PDG de Weedsgator, une start-up scientifique qui voit comment adresser la question de la découvrabilité, spécialement pour les industries culturelles et créatives. Nous avons travaillé pendant plus d'1 an sur comment est-ce qu'on adresse, dans le contexte de l'émergence des LLM, des larges modèles de langage, la question de la découvrabilité spécifique des contenus culturels francophones, mais aussi autochtones, dont on ne parle pas beaucoup, et aussi comment la non-maîtrise de la structure de certaines langues minoritaires crée des hallucinations inédites dans l'interaction homme-machine avec les larges modèles de langage. Nous essayons avec notre équipe de voir comment on peut, de manière frugale, adresser ces enjeux-là sans forcément créer de nouveaux modèles. Voilà. Merci. Très bien. Avant de passer la parole à M. Philippe Bourque, vous avez dit founder. M. Fondateur, Pelletier a dit... ouais. Ouais, voilà, j'ai retenu la leçon. À vous la parole, M. Philippe Bourque. Merci. Donc, Philippe Bourque, je suis de Saint-François d'Orléans, l'île de Félix Leclerc. Avant tout, je suis artiste professionnel. J'ai produit au Québec 8 albums dans ma vie et les commercialisés. Je suis aussi ingénieur informatique de formation. C'est mon 2e chapeau. Je suis aussi entrepreneur et chercheur indépendant. Ce qui m'amène ici, je dirais, c'est d'abord pour la découvrabilité. J'ai travaillé 8 ans sur les listes de Noël de Poulet-Neige, un nom un peu rigolo, mais ça l'a amené, c'était des plateformes éphémères qu'on a mis en ligne pendant 8 ans pour aider la découvrabilité ici au Québec pour les artistes émergents. Ensuite, c'est, je dirais, ma vision qui est globale, en fait, au niveau, je dirais, politique, géopolitique, la situation actuelle. Et en fait, comment j'ai connu Destiny, c'est qu'en mars dernier, j'ai commercialisé le premier album francophone co-réalisé avec l'intelligence artificielle dans le but de sonner l'alarme puis de montrer aux gens quelles sont les dérives qui s'en viennent avec l'IA générative. Et c'est en train de se produire, malheureusement. Et Destiny, en fait, m'invite souvent pour que je brasse la cage un peu. Donc, ça va être mon rôle aujourd'hui de venir... apporter une vision différente, en fait, par rapport à la découvrabilité, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Parfait, merci. Alors, un mot que vous avez tous utilisé et que l'assistance peut-être connaît, et ceux qui nous regardent peut-être connaissent, mais je ne suis pas sûre. La découvrabilité, qu'est-ce que c'est ? Destiny, vous voulez? Pardon, je peux me lancer, mais tout le monde aura une définition. Mais peut-être que l'une de celles qui fait peut-être le plus consensus, c'est de dire que c'est le potentiel d'un contenu à se laisser découvrir, à se rendre accessible
à un public qui n'en connaissait pas forcément l'existence. C'est-à-dire qu'on apporte cette nuance comme quoi quand vous cherchez du contenu, un artiste, un film, une série, que vous le trouvez en ligne, ce n'est pas forcément de la découvrabilité. Ça peut faire partie de la découvrabilité, mais ça, c'est plus peut-être de la trouvabilité. Je cherche, je trouve. Mais en revanche, au niveau de la découvrabilité, il y a cette dimension un peu de découverte par sérendipité. Et donc aujourd'hui, on se pose tous la question, est-ce que le hasard existe encore dans la manière dont nous découvrons des contenus en ligne? Je ne sais pas qui se souvient ici du dernier artiste, du dernier film, de la dernière série francophone que vous aviez visionné sur les plateformes. Est-ce que c'était le fruit d'une découverte hasardeuse qui vous a par ailleurs peut-être justement séduit? Ou au contraire, est-ce le fruit aussi donc des fameux algorithmes et systèmes de recommandation qui nous poussent donc des contenus, sachant que l'enjeu ici, c'est que nos contenus francophones se retrouvent dans un environnement numérique à prédominance de contenus plutôt anglophones. Et donc, toute la question de la mise en valeur prend son importance, y compris à travers nos recherches, mais aussi d'un point de vue politique. Parce qu'actuellement, au moment même où nous parlons, il y a des auditions à Québec par rapport à un projet de loi sur la découvrabilité et l'affirmation de notre souveraineté culturelle au Québec. Mais ce n'est pas qu'un enjeu québécois, c'est un enjeu à l'échelle de toute la francophonie. Exactement. Alors, je vais faire la transition et peut-être notre artiste. Donc, comment les algorithmes de recommandation, comme vient de le dire Destiny, influencent-ils la visibilité des contenus culturels? Comment rendre un peu plus visibles les contenus francophones, notamment dans les recherches, les systèmes d'IA? Quelles sont vos préconisations? Je commencerai par paraphraser un artiste québécois, Luc Larochelière, qui disait « La culture prend la place qu'on lui donne ». Donc, par rapport aux algorithmes et la découvrabilité, le problème fondamental, c'est que la culture des plateformes commerciales en ce moment n'est pas axée sur la culture ou le produit, en fait, n'est pas la culture. Le produit, c'est les données, les abonnements puis la publicité. Donc, de demander à ces plateformes-là de changer leur comportement pour passer d'un capitalisme profond à une solidarité envers notre culture locale, je ne crois pas que c'est réaliste. Ensuite, le deuxième volet... En fait, c'était comment rendre visibles les contenus francophones. En fait, quelles seraient vos préconisations? Moi, je suis très critique envers les projets de loi C11 et 109. Je vais, encore une fois, paraphraser le directeur des affaires de YouTube Canada qui a dit qu'il ne respecterait pas la loi pour la simple raison qu'on ne peut pas identifier c'est quoi un Canadien ou une Québécoise parce qu'on n'a pas d'identité numérique. Donc déjà, ces compagnies-là ne vont pas respecter ce qu'on leur demande de faire. Moi, je trouve qu'on prend le problème à l'envers. Donc, on voudrait dompter les GAFAM puis leur dire « Écoutez-nous, on va vous sanctionner avec nos lois », mais on a vu des échecs vraiment catastrophiques dans les dernières années avec l'imposition des nouvelles. Au Canada, ils ont demandé de mettre des revenus pour les nouvelles. C'est un échec total. Ils ont juste enlevé toutes les nouvelles. Ça pourrait être refait pour YouTube pour enlever tout le contenu québécois de ces plateformes, ça ne leur dérangerait pas, à ce que je comprends. Donc, le problème pour moi est à l'envers. Comment on favorise les algorithmes? Comment on arrive avec la découvrabilité? Je crois qu'on doit sortir de notre paradigme des GAFAM et de bâtir nos propres plateformes souveraines. Donc, on l'a fait pour nos bibliothèques il y a longtemps. On l'a fait ici avec Radio-Canada, avec Télé-Québec. Je crois qu'il est grandement temps qu'on finance massivement soit la BANQ ou qu'on mette en place un nouveau programme pour monter nos propres plateformes souveraines qui met en place nos données, parce que nos données actuellement sont toutes sur les serveurs américains. Il faut qu'on ait accès à nos données culturelles et qu'on le fasse en collaboration de façon internationale. Je vais utiliser le terme open source, mais en source libre. Je crois qu'on a tous les moyens pour le faire, de dire on met en place des plateformes souveraines, on collabore. Puis ensuite, on pourra dire, bien parfait, on va mettre en place la découvrabilité, des revenus décents, puis pourquoi pas des algorithmes de recommandation qui nous appartiennent.
Brice, puisque vous êtes dans le domaine de la recherche, et pour faire la transition avec ce qui vient d'être dit, donc oui, effectivement, les GAFAM privilégient la rentabilité et la performance, donc la notion de découvrabilité, elle est biaisée. Comment vous pourriez imaginer des modèles d'algorithmes bienveillants ou inclusifs qui favorisent justement l'IA francophone et qui mettent en avant ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la culture, la tradition, les autochtones, plutôt que Taylor Swift ou J-Lo, quoi. C'est une bonne question. Dans le cadre de la recherche, on travaille sur 2 volets. Ce qu'on appelle les leviers d'activation de la découvrabilité. Et essentiellement, on en a 3. Leviers juridiques réglementaires qui font l'objet notamment d'examens par le législateur, comme actuellement avec la loi 109, je crois, et la C11. Et puis, il y a les leviers industriels. Maintenant, comment des acteurs industriels, des champions industriels mettent en place des solutions qui répondent à un enjeu qui dépasse tout simplement les questions de politique publique. Et puis, le 3e levier, qui à mon avis est très absent, c'est le levier citoyen. Et c'est ce sur quoi moi je travaille beaucoup dans le cadre de ma recherche. Je considère que le procès fait aux GAFAM n'est pas nécessairement utile, parce qu'ils sont dans le marché, dans le libre marché, ils sont des commerçants. C'est comme si on faisait des procès à des commerçants. Ils n'ont pas une vocation à faire rayonner la culture. Ce n'est pas ça leur vocation. Leur vocation, c'est de s'enrichir, moyennant notre consentement d'ailleurs, parce qu'on accepte les conditions d'utilisation, ne l'oublions pas. Donc les GAFAM, ce sont des commerçants, ne l'oublions pas. Le bien culturel a cette spécificité d'être en même temps un bien commercial et un bien identitaire. C'est ça son exceptionnalité, et on parle d'ailleurs d'exception culturelle dans les accords commerciaux quand il s'agit spécifiquement du bien culturel. Donc à mon niveau, dans la réflexion qu'on a là-dessus, c'est de dire il faut prendre en compte la temporalité dans l'adressage de cette question de la découvrabilité. Qu'est-ce qui peut être fait immédiatement et de manière frugale? Qu'est-ce qui peut être fait à long terme? Quels sont les moyens qu'on dispose pour avoir un impact réel et non pas supposé sur le fonctionnement des plateformes? Premièrement, il y a la conscience citoyenne sur laquelle il faut travailler. Il faut que les gens aient conscience que les GAFAM n'ont pas tant le pouvoir qu'on leur donne. Les GAFAM, comme je l'ai dit, ce sont des produits qu'ils mettent à notre disposition. Mais la manière dont nous consommons ces produits ont une incidence sur le fonctionnement des systèmes eux-mêmes. Si vous recherchez du contenu québécois, vous vous ferez proposer du contenu québécois, mais il faut d'abord le chercher. Si vous cherchez du contenu autochtone, les algorithmes vont se dresser à vos préférences. Quelles sont nos préférences aujourd'hui? Ça pose une question plus profonde. Quel est notre rapport à notre propre identité culturelle? Quel est notre propre rapport à la culture québécoise ou canadienne, que sais-je? Est-ce que nous avons encore un rapport construit, mature vis-à-vis de la culture? Quand nous allons sur Spotify, est-ce que nous pouvons chercher un seul artiste qui vit à Montréal? Est-ce qu'on le connaît d'ailleurs? Donc, il faut aussi qu'on se pose la question du niveau de culture des citoyens aujourd'hui, du désir et de l'envie de culture des citoyens aujourd'hui. Et comment cette envie-là peut se transmettre dans les systèmes informatiques. Donc, il y a une agentivité, il y a une lacune agentique des citoyens. Donc, il faut répondre à cette lacune agentique pour faire comprendre aux citoyens que chaque clic, chaque recherche, chaque interaction avec les systèmes de Spotify, de Deezer, de YouTube a un impact sur la rémunération des artistes. Parce que ces GAFAM-là, ils rémunèrent en fonction des vues, des likes, des commentaires, mais ces commentaires, qui les font? C'est nous. Donc, si on ne trappe pas les GAFAM comme au judo, on va toujours être là à les accuser chaque jour, mais ils ne changeront pas de toutes les façons. Donc, il faut comprendre que nous, en tant que citoyens, il y a un pouvoir que nous n'utilisons pas assez. Donc, la première chose, c'est de revenir à l'agentivité citoyenne. Cette agentivité, j'ai envie de dire un peu militante des citoyens, fera que les systèmes algorithmiques seront obligés à un moment, à cause des préférences qui sont de plus en plus culturellement ancrées, de se conformer à une forme de désir et de besoin des consommateurs. C'est ce que je peux dire à ce stade-ci. Gaëlle, je peux vous passer la parole. Par rapport à ce qui vient d'être dit,
quelles sont les actions que vous avez pu mener, le type de partenariat, pour justement développer cette découvrabilité, mot que j'ai découvert hier, et comment faire changer j'allais dire le mindset, comment faire changer l'état d'esprit de chaque individu pour justement aller sur ce type de contenu francophone et ne pas agir comme des moutons en fait. Alors, large projet. Je voulais quand même ajouter par rapport à ce qui a été dit que oui, c'est du côté des citoyens, mais il faut aussi comprendre que c'est la consommation, entre guillemets, la manière dont les citoyens consomment aujourd'hui. Et donc, il faut aussi être un peu malin quand on est artiste. En tout cas, je fais juste un retour. Je repense aux journées qu'on avait faites cet été avec la Percée, justement, donc le laboratoire dont je parlais tantôt, où il y a des artistes qui nous disaient, nous, justement, soit on va aller à fond, justement, dans notre francophonie, où c'est hyper identitaire. Je pense, par exemple, à des plateformes comme Musique Québec, par exemple, qui qui créent des pistes de lecture rap-keb, vraiment très ancrées sur le territoire. Et à l'inverse, d'autres artistes qui vont prendre le pas complètement inverse et vont se dire, nous, on ne veut pas être identifiés nécessairement à là d'où on vient, mais vraiment à notre musicalité. Ce qu'on a fait avec la Percée, par exemple, c'est qu'on est allé étudier un échantillon de musique, d'artistes de musique du monde, donc des personnes qui ont été diffusées sur le Festival Nuit d'Afrique ou qui sont ressorties dans les disques, en tout cas qui ont été liés au Festival Nuit d'Afrique de près ou de loin dans les dernières années. Et on est venu voir quelles étaient finalement, musicalement, les proximités possibles, donc en dépassant vraiment les frontières qu'on pourrait traditionnellement vouloir regarder, en se disant, quelqu'un qui vient de tel endroit va vouloir écouter des musiques de tel endroit, mais maintenant, on est dans une réalité qui fait qu'on a un accès à un panel de musique bien plus large. Donc, est-ce que finalement... on est capable de proposer un contenu différemment et aussi qui se base sur, autre mot-clé, des métadonnées, donc des données qui vont informer sur un certain contenu différent que ce à quoi on a l'habitude de se référer, donc des genres, par exemple, ou des pays. Là, pour tous les artistes qui sont dans une sorte de mixité ou une hybridation des genres, on ne sait pas trop où est-ce qu'on les situe, comment est-ce qu'on les propose. Là, on vient vraiment regarder la proximité vraiment musicale de leur répertoire pour voir à quel point est-ce que finalement une personne qui s'intéresse à ce genre-là traditionnellement pourrait tout à fait s'intéresser à un autre style. Donc c'est le genre de projet sur lequel on travaille dans le cadre de la Percée, où là c'est vraiment un consortium de plusieurs personnes, donc scientifiques de données, mais aussi des musicologues, des artistes, plusieurs personnes qui sont autour de la table pour réfléchir à ces enjeux-là. Très bien, merci. Destiny, il me semble que vous êtes très impliquée au sein d'Afria. Oui. Et je me mets à la place d'un jeune de 25 ans qui dit « Tiens, je veux créer des contenus ». Décidément, j'ai beaucoup d'anglicismes qui me viennent. Bankable. Lui, c'est ce qu'il va vouloir tout de suite. C'est comment faire de l'argent rapidement. Comment on pourrait imaginer les inciter sur la notion de francophonie et leur dire que ça peut aussi apporter de l'argent que de garder cette notion de francophonie dans la création de contenu, dans la création de visuels, etc. etc. Parce que c'est clairement toute cette jeunesse est à fond là-dessus, mais vous les voyez d'ailleurs, souvent ils vont parler en anglais, ils vont essayer de traduire en français. Donc ça veut dire qu'ils mettent tout de suite la partie anglophone en avant. Comment vous pourriez faire changer cette mentalité ? C'est une excellente question, et juste avant d'y revenir, je vais faire le lien avec, en rebondissant sur des choses qui ont été dites précédemment. D'abord, permettez-moi d'être direct. Tous ces systèmes et ces technologies émergentes et les fameux algorithmes dont nous parlons, ils ne sont pas neutres.
Ils ne sont pas neutres parce que les concepteurs qui sont derrière ne sont pas neutres non plus. Ils viennent avec leurs biais, ils ont des intérêts économiques. Brice l'a bien souligné, Philippe aussi. Et à un moment donné, on doit se poser la question, quel choix nous faisons, choix de société, choix individuel en tant que consommateur, pour justement ne pas simplement subir ce qu'on nous impose à voir ou à écouter, etc. Et c'est là où, moi je dirais, c'est très bien les incitatifs, les dialogues avec les plateformes, mais on l'a vu aussi dans le cas par exemple de Meta ici, le bras de fer, ça ne marche pas forcément toujours, surtout dans un contexte où vous voyez comment Trump et tout le techno-fédéralisme de la Silicon Valley aujourd'hui sont prêts à quitter la table à tout moment, donc ils sont plus vraiment palables parce qu'ils se sentent tout permis actuellement. Et nous, face à ça, on doit envoyer en tant que francophones des messages forts, comme quoi on est attaché à notre identité, à nos cultures, que c'est quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients et nous ne mettons pas justement en avant la valeur que nous accordons à nos propres créations, qu'elles soient québécoises, qu'elles soient africaines ou afro-caribéennes, comment voudrez-vous que les autres, justement, sentent que, en tant que consommateurs francophones potentiels, nous constituons un véritable marché qu'il faut adresser et que ce marché a de la valeur. Et donc, le message ici, c'est aussi de dire on a besoin de lois, définitivement, de règlements, ça peut prendre des formes comme celle des quotas. Il faudra toujours penser à la manière dont on le met en œuvre pour ne pas restreindre la liberté de choix des consommateurs, évidemment, mais il faut justement plutôt le présenter sous forme d'offrir accès à une diversité de choix. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'abondance de contenu, et on le voit, tous nos créateurs francophones qui créent plein de contenu, l'abondance de contenu en ligne n'est pas synonyme d'une visibilité ou d'une découvrabilité spontanée ou systématique. Et là où on remarque ça, nous, à travers nos recherches, c'est que les mesures que nous faisons montrent très clairement que la diversité existante au niveau de l'offre ne se reflète pas du tout dans ce qui est consommé, parce que la consommation, elle est très concentrée sur des contenus mainstream, sur des contenus populaires qui, majoritairement, sont souvent anglo-saxons. Et donc, pour les jeunes créateurs, il faut effectivement qu'ils comprennent qu'ils ont un public, un marché à adresser et qu'ils doivent miser justement sur la création de contenus francophones attrayants, qui peuvent justement donner le goût aux gens, à d'autres jeunes ou même à des adultes, de pouvoir les consommer. Et je vais vous donner, je termine là-dessus, quelque chose qui nous a marqué, nous, dans nos recherches récentes qu'on a menées, par exemple, avec TV5 et la plateforme TV5 Monde Plus. On a essayé de voir un peu, par exemple, où est-ce que le contenu québécois s'exportait le plus. Puis, dans le top des consommations, on se rendait compte, par exemple, que le contenu québécois était beaucoup consommé en République démocratique du Congo, par exemple, puis, ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Et là, tu dis, oh, c'est du véritable marché potentiel d'exportation. On n'est pas encore allé jusqu'à expliquer qu'est-ce qui explique vraiment ces succès à l'international, mais c'est pour vraiment vous donner l'exemple que partout où on a justement de potentiels locuteurs de langue française qui ont une appétence et qui veulent aussi se retrouver dans des narratifs communs, dans des valeurs, dans une identité qu'on partage, évidemment, c'est de potentiels usagers qu'on pourrait envisager en fait, de cibler et vers qui on devrait pousser davantage la découvrabilité de nos contenus, où que l'on soit. Et donc, il y a déjà cette solidarité qu'il faudrait avoir entre francophones, entre les États et gouvernements membres de la francophonie, entre les consommateurs, entre les créateurs de contenu, pour pouvoir justement avoir des écosystèmes, disons, si on aspire vraiment à une souveraineté culturelle, il faut qu'on commencer déjà par mieux se vendre et mieux se promouvoir et mieux donner de la valeur à nos propres contenus originaux. Parfait, merci Destiny. Philippe, je me permets donc de te poser la question suivante, c'est vraiment dans la transition. Qu'est-ce qui nous permettrait justement pour se vendre, est-ce que ce serait se vendre et justement créer ces fameuses passerelles, est-ce que ce serait des partenariats politiques, est-ce que ce serait un collectif d'artistes, est-ce que ce serait une génération Z ou A ou B qui reviendrait à créer une sorte d'émulsion pour que on se dise tiens, la francophonie dans l'usage de l'IA culturel et créatif est aussi quelque chose d'indispensable.
Ben, tout d'abord, par rapport aux jeunes artistes, il y a eu un atelier, encore une fois, à la Percée en marche des Nuits d'Afrique, qui présentait c'est quoi le travail d'un artiste indépendant aujourd'hui. Juste se rendre visible sur les plateformes, c'était quelque chose comme 400-500 métadonnées ou actions à les faire manuellement sur toutes les plateformes. Et là, ça va s'empirer parce que les plateformes sont encore en train de se concentrer. On a OpenAI, ChatGPT, je veux dire, un artiste indépendant ne pourra pas se rendre visible là, sur ChatGPT. C'est déjà pratiquement impossible sur les plateformes. La solution, à mon avis, j'ai travaillé 2 ans à l'identité numérique, j'étais architecte là-bas pour le gouvernement du Québec. Des événements comme aujourd'hui, j'en ai vu aussi au gouvernement, on a tous les lieux d'échange pour collaborer. T'sais, à mon avis, on voit plein des conférences sur l'IA, des conférences, il y en a toutes les semaines. Maintenant, je pense qu'il faut faire, c'est aller dans l'action. C'est de dire, là, moi, je suis développeur dans la vie, je suis programmeur. Je crois qu'on est rendu à dire, on va arrêter de dompter la bête. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas demander à un artiste indépendant de faire le travail de Universal Music pour Taylor Swift. Ça ne marchera pas. Il faut s'asseoir ensemble, puis à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, c'est de connecter les bonnes personnes, puis de dire, on s'en va dans l'action, on développe du logiciel, on développe nos propres outils. On est 320 millions, on est capable. On est capable. Puis je pense que c'est ça la solution qu'il faut. Faut arrêter de dire aux jeunes de se conformer à des plateformes qui ne sont pas faites pour eux autres, qui sont toxiques, qui aspirent nos... les problèmes sont là. Il faut dire aux jeunes, on va développer des outils avec vous autres, pour vous autres, qui sont simples, puis que votre job, votre travail, ça va être de créer du contenu. Ça ne sera pas de faire de la pub sur Facebook. Ça ne sera pas non plus de créer une identité numérique multiple sur 40 plateformes. Fait que voilà, donnons des outils simples aux jeunes artistes, puis faisons-le ensemble. On a une force de travail avec toute la francophonie qui est incroyable. Il faut en profiter. Alors, donner des outils simples, oui, mais comment ? Je vais prendre un continent qui est l'Afrique, moyenne d'âge de 19 ans, voilà, quels sont, parce que les Américains, par exemple, ils sont en train d'y aller. Donc, ils sont en train d'imposer avec cette notion de rentabilité, de profitabilité, ce qu'ils font eux. Quels sont les moyens? Comment on pourrait nous dire, non, attendez, la francophonie dans l'IA, dans le numérique, est quelque chose que vous devez aussi mettre en avant. Comment le faire? Peut-être Brice, vous avez une notion, les recherches que vous menez sur ce... Oui, je pense qu'on le fait déjà. Mm-hmm. Il y a quand même de bonnes choses qui se font. Nous, par exemple, quand on a mis en place We Together, c'était de dire comment on est capable d'adresser ces enjeux de manière concrète, pas juste par la discussion. Alors, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a mis en place une plateforme qui sera disponible au mois de novembre. Donc, des personnes qui pourraient être intéressées à la tester, puisque ce sera un test sur sélection et invitation, ils pourront me rencontrer après. L'idée, c'est de réunir l'accessibilité à tous les catalogues des plateformes mainstream au même endroit. C'est exactement ce qu'on a fait avec cette plateforme-là. C'est que une chose qu'on s'est rendu compte lorsqu'on a travaillé là-dessus, c'est que en important les registres de métadonnées des plateformes, mais c'est hallucinant la manière dont les contenus sont décrits. Vous voyez, certains contenus sont simplement mis dans la métadonnée pays qui est fondamentale, internationale, qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous avez un contenu de Ariane Roy qui est qualifié d'international à la métadonnée pays. Ce qui veut dire qu'une personne qui recherche du contenu québécois ne se fera jamais recommander Ariane Roy parce qu'elle est cataloguée internationale. Donc, juste ça nous montre les lacunes au niveau technique, comme disait encore Gaël tout à l'heure, qu'on essaie de corriger. Donc, il y a quand même des possibilités. Et le temps qu'on mette en place des plateformes souveraines, le politique devra y réfléchir, le temps que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est avec ce qui existe, parce qu'il y a des choses qui existent, comment on adresse de manière plus frugale la question.
On a mis en place cette plateforme Multitogether qui permet aussi aux artistes indépendants de choisir sur quelle plateforme ils veulent être écoutés, parce que le système de rémunération et de monétisation des plateformes n'est pas pareil. Et aussi, les consommateurs n'ont pas à transiter d'une plateforme à l'autre à chaque fois qu'ils voudraient écouter de la musique. Ils peuvent le faire au même endroit, tout en accroissant les écoutes de ces artistes-là. Aller en confrontation avec les GAFAM, c'est utile, on peut le faire, mais on a choisi de mettre en concurrence les GAFAM dans un même écosystème et de donner le pouvoir aux consommateurs pour trancher. Gaëlle, est-ce que la notion de féminisation peut aussi être un atout dans cet enjeu, dans ce défi de la francophonie? Mais je vous dirais, de manière générale, c'est sûr, ce que disait Destiny tout à l'heure, par exemple, en parlant du fait que les algorithmes ne sont pas neutres et sont développés dans ce cadre-là, par des entités qui ont leur propre agenda, c'est aussi vrai au niveau individuel. Donc c'est très clairement la nécessité d'avoir davantage de diversité dans les STEAM est toujours vrai, est toujours absolument nécessaire. Donc on a la chance, nous, dans notre compagnie, d'être ma majorité des femmes. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet, le fait de s'intéresser au milieu de la culture qui est justement est davantage intéressant pour nous. Mais j'espérais que ça permet justement de montrer qu'il y a des possibilités pour les femmes aussi dans ces secteurs-là. Je ne sais pas si c'est la réponse... une bonne réponse, mais j'ai le sentiment que d'amener plus de diversité, quelle qu'elle soit, dans ces métiers, c'est l'une des réponses, en tout cas, pour réfléchir à des nouvelles manières de penser les algorithmes, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin on peut penser des manières différentes d'optimiser justement la recommandation et l'optimiser pour de la découvrabilité, pas uniquement, mais entre autres, ce serait des éléments intéressants de le faire. Oui, je pense qu'il y a la notion de genre, mais il y a aussi la notion de tradition, de culture, toutes les langues historiques, patrimoniales, qui peuvent aussi aider à valoriser la francophonie. Donc, est-ce que dans l'assistance, vous avez des questions? Parce que c'est un sujet passionnant, donc tout ce qui est créativité artistique, je pense que ça doit générer un certain nombre de questions parmi vous. Est-ce que des personnes souhaitent s'adresser à nos chers membres du panel? En fait, vous avez été super bons. Ah si, mais je vois rien avec la lumière. Je vous en prie. On peut lui confier vous avez un micro qui est juste là sur ma droite. Et n'hésitez pas, toutes et tous, les échanges sont ouverts. Merci. Bonjour. Alors ma question, elle concerne en fait toutes les nouvelles technologies qui traitent le multilinguisme. Aujourd'hui, on a quand même des fonctionnalités, on a des applications type HeyGen, qui, quand on regarde une vidéo, on peut en fait choisir finalement la langue qu'on veut. Il y a 129 langues disponibles. Je ne sais pas si c'est encore quelque chose qui est applicable pour les artistes type chanteurs ou autres, mais quel est votre regard là-dessus? Est-ce que en fait, ça va changer quelque chose dans notre perception de cette empreinte linguistique? Je suis linguiste de formation. Qui est en fait nous préoccupe aujourd'hui et qui est en fait un levier de visibilité dans le système actuel tel qu'il est pensé aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas changer quelque chose dans notre mindset, comme vous avez dit, dans notre façon de voir l'empreinte et l'identité numérique du point de vue linguistique? Destiny? Moi, je vais peut-être me lancer en premier en disant qu'il y a effectivement, merci madame pour votre question, l'aspect et le défi en lien avec la diversité linguistique
des contenus ou même des savoirs qui sont actuellement générés automatiquement par les systèmes d'IA, c'est un enjeu crucial dans le sens où on sait qu'il y a beaucoup de langues dites de faibles ressources là, qui sont justement pas assez utilisées pour entraîner les corpus de données sur lesquels fonctionnent les modèles d'IA. Et actuellement, on le dit, ce chiffre-là qui circule, qui dit que 90% des modèles d'IA sont entraînés sur des corpus anglophones, et où sont donc toutes les autres langues. Là, donc il y a des IA multilingues qui peuvent effectivement, qu'on encourage évidemment, dont on encourage le développement, surtout quand on tient compte de la diversité des langues, par exemple, existantes sur le continent africain. Mais nous, on avait commencé à faire des tests, par exemple, sur des IA génératrices de musique comme Suno, des modèles comme Suno et autres. Puis c'était flagrant de voir que même quand tu fais le meilleur prompt possible pour dire « Oh, génère-moi de la musique bambara, folk, que je peux écouter en faisant ma gym, tout ça. » Mais typiquement, là, ce qui nous est généré va même pas justement tenir compte des caractéristiques authentiques au niveau peut-être de la trame sonore, des instruments parfois, des instruments traditionnels qui sont même pas forcément reconnus, simplement parce que les IA n'ont pas été entraînés là-dessus. Et donc c'est une vraie tendance à l'uniformisation linguistique et culturelle et à l'invisibilisation finalement de cette diversité culturelle et linguistique. Et heureusement qu'il y a encore aujourd'hui des entités comme à l'UNESCO et surtout aussi à la francophonie, à l'Organisation internationale de la francophonie, où on essaie de penser à quelle stratégie mettre en place pour toujours continuer à veiller à préserver cette diversité culturelle et linguistique là, dans l'environnement numérique. Merci. Philippe? Je rebondirais juste un peu là-dessus. Deux petits points. Moi, dans mes recherches avec l'album que j'ai commercialisé, qui a été fait avec Suno principalement, moi, j'ai pu m'inscrire à des sociétés de droit, donc la SOPROC, qui est la gestion des droits de production. J'ai pu m'inscrire à Artisty, qui est la gestion des droits des interprètes. Et ça fait en sorte que mon contenu que j'ai généré avec Suno, il est considéré comme un contenu canadien. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que par rapport à la langue, je veux juste éveiller les consciences que les plateformes pourraient, pour se conformer à la découvrabilité, pourraient produire leur propre contenu avec des intelligences artificielles dans la langue de leur choix et dire c'est du contenu canadien ou du contenu québécois. Le deuxième point, très court, en fait, c'est peut-être un message d'optimiste. Moi, je sens énormément un essoufflement déjà avec le contenu produit par intelligence artificielle, que ce soit les réseaux Vibes qui viennent de sortir de Meta ou Sora. On parle vraiment, en anglais, c'est AI Slope. Moi, je traduis en anglais par de la bouette IA. Je suis quand même optimiste au sens que, par rapport aux langues, je crois que les outils qui sont en place, moi, je les attends depuis 15 ans pour pouvoir converser avec quelqu'un qui n'est pas dans la même langue que moi, c'est magnifique. Je peux en temps réel comprendre l'autre personne, mais lorsqu'on arrive à de la production de contenu, je vois déjà un écœur en titre aigu, là, un essoufflement par rapport au contenu généré par l'IA. Donc, voilà, je crois qu'il y a quand même de l'espoir en ce moment, qu'on va vouloir rapidement voir du contenu généré par des humains. Merci Philippe. Je vous en prie. Oui, ma question c'était pour M. Chewali, qui était au symposium sur la souveraineté culturelle en avril 2024 du Centre de recherche en droit public, puis qui a mené justement, qui précédait le dépôt du projet de loi 109 sur la découvrabilité au Québec, dont il l'a mentionné vraiment rapidement, mais si c'était possible d'élaborer plus sur ce qu'il pense que le projet de loi 109 va venir, comment il va venir contribuer dans le fond, ou comment il pense que ça va venir accompagner les efforts qui se font déjà au niveau fédéral avec le projet de loi C11, donc pour la découvrabilité de contenu francophone au Québec. Destiny, rapidement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 109 et 100... C'est 11 là. Moi, je connais pas. Il doit y avoir des gens qui. Donc, si tu peux faire un petit. Oui, c'est les projets de loi, les chantiers législatifs que nous avons actuellement. Au Québec, c'est le projet de loi 109 sur la découvrabilité et l'affirmation de notre souveraineté culturelle. Un projet qui est en examen actuellement. Et C11, un peu plus avancé, mais quand même avec aussi beaucoup de questions, notamment sur la définition du contenu canadien, ne serait-ce que par exemple pour les contenus audio, etc. Et ce qu'on est en train de voir, juste
du Québec ici, on peut se dire que c'est quand même un courage politique qui a été vraiment porté par notre ministre de la Culture, le ministre Lacombe, pour arriver à atterrir à ce projet de loi-là. On reste, les milieux sont contents, mais en même temps, on se pose beaucoup de questions actuellement sur les conditions de mise en œuvre et les règlements qui vont pouvoir permettre l'application de cette loi-là. Et évidemment, il y a beaucoup d'enjeux quand même qui restent à clarifier sur la nature des contenus auxquels vont s'appliquer cette loi-là. On parle par exemple déjà du fait que les contenus sur les réseaux sociaux ne seront pas considérés, ne seront pas forcément concernés parce qu'on les considérait plus comme... vous savez, sur YouTube, là, c'est un média social, c'est pas une plateforme de diffusion en ligne. C'est comme ça que ça se définit. Et juste par exemple, rien que ça, c'est que YouTube va pouvoir s'échapper complètement à ce cadre législatif là. Donc il y a des enjeux qu'on essaie de réfléchir actuellement pour voir à quel point le projet pourrait être le plus inclusif que possible pour atteindre ses objectifs en matière de découvrabilité des contenus francophones. On n'a pas parlé que de contenus québécois ici, on parle vraiment des contenus d'expression originale française francophone. Très bien, merci. Madame. Bonjour, Souad Siala, ancienne présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne. Ça m'interpelle beaucoup, l'artiste et la technologie. Et je trouve qu'il y a tant le rôle du gouvernement que tout artiste. L'artiste, de façon générale, déjà, il patauge parce qu'il essaie de tailler sa place entre le classique, aller chercher, faire un spectacle et tout, puis aller comment on peut vendre son produit, sa chanson, son œuvre d'art, etc. Donc il est perdu. Alors déjà, tout ce qui est, que ce soit intelligence artificielle ou autre, on est loin par rapport à tout autre secteur. Et c'est très important de ne pas oublier l'artiste parce qu'il est l'ambassadeur non seulement d'une langue, d'un pays, de la région, de la culture, de toute. Et souvent, on a l'oubliette. Et aujourd'hui, après la Covid, c'est devenu même difficile de vendre juste un spectacle, un billet à $50 ou même à $30. Je pense que c'est très important parce que ça apporte un équilibre. Alors, j'aimerais bien, tant que le gouvernement, tant que l'artiste, le gouvernement qu'il donne plus de formation, donne plus de possibilités pour que l'artiste puisse reprendre sa place, reprendre son pouvoir d'influence, et aussi tout artiste, même s'il n'a, comme vous le dites tout à l'heure, donc vous arrivez à certaines étapes et vous avez réussi à avoir certaines aisances pour pouvoir avancer, mais quand même que la technologie ne suit pas vos besoins, où est-ce que vous voulez aller, de partager votre expérience avec d'autres artistes. La concurrence est super importante. Parce que le temps que vous évoluez, vous avez votre idée, quand vous la donnez à d'autres, vous êtes obligé d'innover. C'est ça. Donc c'est toute une mentalité. Merci. Je vous en prie. Très court point. En fait, je rebondirais là-dessus, puis je rebondirais ce que Brice disait tantôt. Tu sais, je parlais de plateforme souveraine, ça prend du temps à faire, oui. Mais en attendant une action très concrète qu'on pourrait faire avant même le projet de loi 109 et tout, c'est de mettre en application ce que moi j'appelle le badge AI, qui c'est un badge d'identification pour dire de façon transparente à quel niveau on utilise l'intelligence artificielle dans nos œuvres. Ça, c'est une métadonnée très, très simple qu'on pourrait ajouter sur toutes les plateformes, que ce soit les distributeurs numériques, et ça serait autodéclaratoire. Et on pourrait, je crois, légiférer très rapidement pour dire on rend obligatoire la transparence par rapport à l'utilisation de l'IA pour que sur les plateformes, au moins, l'utilisateur puisse filtrer et dire « moi, j'en veux pas ». Je veux... puis mon badge, vous pouvez aller voir, c'est badgeai.org. C'est très simple, c'est une échelle de 0 à 4. On pourrait dire, moi, je veux du contenu 100% humain, ou moi, j'accepte le niveau 4 qui est 100% AI. Mais je crois que c'est une étape intermédiaire qu'on pourrait mettre en place dès maintenant pour protéger nos artistes et nos artisans. Gaëlle, tu veux dire quelque chose? Ah, pardon. OK. Gaëlle, je vais te passer la parole et je laisserai monsieur poser une dernière question. Oh, ça va, on a 5 minutes.
Je voulais juste faire du pouce. Autre chose que les artistes peuvent faire qui, dans une moindre mesure, je pense, est peut-être un peu moins et pas trop importante, c'est de vraiment s'intéresser à comment ils décrivent leurs œuvres. Donc nous, on a tout un travail sur la taxonomie, donc la manière dont on décrit ce qu'on fait, tout simplement, parce que c'est ça qui permet justement à des outils, à la fois des algorithmes de recommandation, mais des personnes aussi de vous découvrir. Donc plus il y a de qualifiants sur vos œuvres, plus on est capable de vous trouver justement. Puis d'ailleurs, c'est une des études qu'on avait faites également dans le cadre de la percée. On avait vu que à notoriété égale sur la plateforme Spotify, donc des artistes de musique du monde québécois étaient 40% moins exposés dans les listes de lecture produites par des personnes, donc même pas des algorithmes, par rapport à des artistes québécois, d'autres genres. Donc, une des raisons, entre autres, c'était en effet le fait que on a beaucoup moins de qualifiants sur ces répertoires-là. Donc, une chose intéressante à faire, c'est vraiment de s'assurer qu'on a un minimum de qualificatifs sur toute production, en fait. Voilà. Merci Gaël. Monsieur? Yes, merci. J'ai raté le début, donc si jamais la question a déjà été adressée, peut-être je pourrais venir vous voir par la Vous avez suite. mal commencé, vous avez dit yes. Donc déjà, en fait, vous posez pas... Non, je plaisante. Allez-y, Bonjour, on recommence. Oui, non, mais parce qu'en francophonie, depuis tout à l'heure, on me reprend Très sur valide. mes anglicismes, alors. Très valide. Non, je comprends. Donc, je viens d'y penser. Il y aura peut-être quelques autres anglicismes, mais je vais faire un effort. Je vous en prie. Par rapport, c'est une question indirecte. Plus l'avènement de l'intelligence artificielle progresse, plus il y a la dynamique de centres de données, data centers, qui font partie de l'équation. Et il y a beaucoup d'affiliations à pollution concernant les centres de données. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez ça évoluer, mais surtout, quelle est la dynamique, économie verte, green economy, comment est-ce que vous voyez ces deux éléments se balancer et donc les opportunités qui pourraient se mettre de l'avant pour aider ces centres de données à réduire leur impact d'un point de vue environnemental? Alors, c'est moi qui vais vous répondre. Je vous invite à rester au panel 3, où on va aborder ce sujet. Parfait. Merci. Je voulais juste remercier les équipes de Montréal Connect Printemps numérique, parce qu'on est quand même dans la société des arts technologiques. Donc, ils commencent très bien, et c'est une bonne chose d'allier intelligence artificielle, numérique, et création, et artistique. Voilà. Merci. Merci aux 4 panélistes. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci tout le monde, c'était fort intéressant. On se retrouve dans 10 minutes.